Donc, moi, je suis Philippe Gaborio, le fondateur de Happy Capital, qui est une plateforme de financement participatif sous forme d'actions et d'obligations, qui existe depuis 2013. Voilà, nous avons financé depuis 2013 près de 70 projets pour 40 millions d'euros. Donc on cherche, notre métier c'est avant tout de sélectionner des entreprises que l'on estime être très performantes, avec les bonnes personnes et avec en fait, on cherche à ce que toutes les conditions de réussite soient réunies. Voilà, en fait, pour que des souscripteurs puissent investir dans ces projets. Donc avec plutôt beaucoup de réussite depuis la création de la société. En fait, PixMind, c'est notre projet coup de cœur. C'est notre projet coup de cœur parce que c'est d'abord la rencontre d'une technologie qu'on a trouvée ultra innovante, et puis la rencontre avec une équipe également dans laquelle on croit, et on sait qu'à la fin, ce qui fait systématiquement la différence sur les projets, c'est l'équipe. Donc là, on est certain de l'équipe, on n'a aucun doute. Et maintenant, je vais laisser Hugo se présenter le projet, et je pense que Lionel va également intervenir par la suite. Ouais, absolument. C'est à toi. Et puis après, s'en suivra une petite séance de questions-réponses. Je crois que la présentation devrait durer 10-12 minutes, et ensuite, on pourra passer au lot des questions-réponses. Puis, merci beaucoup, Philippe, pour l'introduction. Puis pour ces mots, ça fait super plaisir. Je sais Avec qu'on bosse grand plaisir. ensemble depuis un moment avec une grande confiance en toi et en la plateforme. Mais voilà. c'est Le sincère. réentendre, c'est ça fait sincère. plaisir. Et merci à toutes, merci à tous d'être connectés aujourd'hui. On va vous proposer une visio mise en abîme parce qu'on est dans la salle de classe du futur. Donc, vous avez le produit devant vous, en fait. Et ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un peu d'historique de qui est-ce qu'on est, parce que le projet est porté par PixMinds, qui est une holding de groupe d'entreprises dont la plus ancienne filiale a été créée en 1999, qui a initié un pivot technologique en 2016, qui a commencé à générer du chiffre et de la rentabilité en 2018. Et donc là, vous avez sous les yeux le dernier projet en date de PixMinds, qui est Arc, la classe du futur, dont on va vous en dire un peu plus sur son fonctionnement, son niveau de maturité, le business model qu'on vise, et les réalisations qu'on souhaite faire avec l'investissement qu'on est en train de lever avec vous. Donc, à propos de PixMinds, chez PixMinds, on fabrique des interfaces homme-machine. Ça veut dire du matériel qui aide les utilisateurs d'ordinateurs, de consoles de jeux, de serveurs à se connecter avec leur machine, à transmettre leur intention. Alors, ça va d'objets quotidiens comme la souris, la manette de jeu, le clavier, le casque audio, jusqu'à cet écran tactile géant qui permet à plusieurs personnes simultanément, voire plusieurs dizaines de personnes, d'interagir avec la même machine en temps réel. Donc, vous avez un aperçu de quelques produits qu'on réalise chez PixMinds. Vous voyez, c'est assez varié. Il y a des casques, des sièges, des souris, des bornes d'arcade, de jeux. Et la particularité, c'est que ce qu'on fabrique chez PixMinds apporte toujours un différenciateur technologique qui est breveté au marché. Ce qui fait qu'on a une capacité à prendre des parts de marché, à apporter une valeur qui est nouvelle. Et une fois qu'on a pris les parts de marché, c'est plus difficile de les prendre, de nous les reprendre, parce que les utilisateurs heureux, quand ils cherchent quelque chose de similaire, ils peuvent se tourner que vers nos marques. Et c'est de cette manière-là qu'on vend nos souris, par exemple, dans des enseignes comme Fnac, LDLC, Boulanger, mais également à l'étranger, MediaMarkt en Allemagne, Walmart aux États-Unis, Best Buy, GameStop, etc. Ces produits-là sont présents dans un peu plus de 15 000 points de vente mondialement. Les brevets, puis les technologies qu'on a apportées au domaine, qui permettent ni plus ni moins que d'être mieux connectés à la machine, parce que les machines sont de plus en plus puissantes, mais nous, on a besoin d'apprendre à mieux les connaître et à mieux interagir avec. Donc, cette valeur ajoutée qu'on apporte nous a également classés parmi les plus grands du monde de l'électronique, bien qu'on soit une PME, donc notamment au fameux CES de Las Vegas, dont parle même notre président de la République, Emmanuel Macron. On a été classé jusqu'à 3e mondial parmi des entreprises comme Samsung,
Hewlett-Packard, Logitech, etc. Ce dont on est très fiers. Et ça nous amène une croissance sur nos produits propres depuis 2018 de 80% par an, ce qui, par exemple, est 8 fois la vitesse de croissance du marché des accessoires informatiques et de jeux vidéo. Donc ça, c'est le fond du business de PixMinds. Ce qu'on vous présente aujourd'hui, puis la salle dans laquelle on fait la visio également, c'est Arc. Arc, c'est ce qu'on voit comme étant la salle de classe du futur. Mais d'abord, c'est tout simplement une technologie d'interface homme-machine, comme tout ce qu'on fabrique chez PixMinds, qui est un écran tactile géant. Alors des écrans tactiles, on en manipule tous les jours, hein, nos smartphones sont des écrans tactiles. Là, la grande différence, c'est le prix de réalisation de la technologie. On arrive à faire des écrans de 6 mètres, 12 mètres, 30 mètres de long, pour un prix qui est très inférieur, un prix surfacique, qui est très inférieur à celui des smartphones. Il faut savoir que toutes les capacités technologiques tactiles des concurrents, donc Microsoft, Apple et même Hewlett-Packard, donnent des dispositifs qui sont assez petits, qui sont prévus pour un usage qui est individuel, et dès qu'on a envie de faire des écrans plus grands avec les mêmes technologies, ça devient extrêmement cher. Des écrans tactiles de 12 mètres carrés, avec les technologies des concurrents, ça coûte dans l'ordre de 3 millions d'euros. Nous, on est sur des prix d'implémentation qui sont 100 fois inférieurs avec cette technologie-là. Donc, ce que vous voyez, l'image, la façon dont elle est affichée, elle est en réalité rétro-projetée. Vous ne les voyez pas, mais il y a des projecteurs vidéo derrière chacun des modules Arc. Et le différenciateur breveté de PixMinds, vraiment la technologie qu'on a développée, c'est notre capacité à détecter les points de contact sur l'écran d'une manière optique. Et c'est ça qui est très cher chez les concurrents et qui n'est pas cher du tout chez PixMinds. Ça nous permet d'avoir des écrans donc sans limite de taille, avec un excellent niveau de précision, un excellent niveau de robustesse, parce que contrairement à votre téléphone que si vous laissez tomber par terre, il a de bonnes chances de se briser et de devoir en racheter un autre. Ici, les surfaces que vous voyez sont du polycarbonate de sécurité très épais, et surtout, ce sont des surfaces qui sont inertes. Il n'y a pas d'électronique directement dans la vitre. Donc, elles sont extrêmement résistantes. Okay, on est à 900 newtons du mètre carré, donc c'est l'équivalent d'un choc d'un joueur de rugby qui, à pleine vitesse, met un coup d'épaule dans la surface. Ça laissera l'écran sans marque et sans dysfonctionnalité. Et bien sûr, ça permet de reproduire des installations à volonté dans plein de localisations en France et à l'étranger. Donc, on a eu énormément de demandes pour Arc dans plein d'industries différentes. Tout le monde en veut, il y a le côté impressionnant. Donc, l'industrie du divertissement nous en demande, les parcs d'attractions, les musées, les magasins, le fait de pouvoir remplacer une partie de leur rayonnage par quelque chose qui permet d'étudier tout le catalogue, mais également en éducation et en formation continue. Et alors, on a un peu cette mentalité-là chez PixMinds, et on pense que c'est ce qui a aussi fait le succès des autres marques, c'est que si on essaie de faire un peu de tout à la fois, on ne fait rien de bien. Donc on s'est demandé, où est-ce que Arc a le plus de valeur ajoutée et là où les investissements vont être le plus répétables ensuite en termes d'affaires. Et puis là où il y a aussi la plus grande valeur ajoutée pour la société. Et on s'est rendu compte, en installant cette installation Arc sur le campus de INSEC Université, donc qui est une école de l'enseignement supérieur, on s'est rendu compte qu'à la fois les élèves, quand ils montent au tableau, parce que on n'est plus sur des cours descendants, où seul le prof explique aux élèves. Quand les élèves sont appelés au tableau pour travailler individuellement, en groupe, en équipe, en compétition, ils ont une capacité à apprendre qui est décuplée. Donc les élèves, on va dire les apprenants, ils trouvent une valeur ajoutée qui est énorme. Les enseignants, ils trouvent une valeur ajoutée qui est énorme. Toute la performance des élèves est retenue en temps réel, enregistrée. Tous les exercices qui sont faits sur Arc sont corrigés automatiquement. Les profs peuvent suivre automatiquement le progrès individuel de chaque élève. Donc, ils y trouvent une énorme valeur ajoutée. Et alors, ce qui a achevé de nous convaincre, c'est que les directeurs d'établissement, ils voient une très, très grande valeur ajoutée, puisqu'ils obtiennent des salles qui coûtent moins cher en termes salariales, où il n'y a pas de rangement à faire, où les corrections sont faites automatiquement. Ils obtiennent un énorme différenciateur pédagogique. Et au final, ils y gagnent du business additionnel avec une réduction de leur charge d'exploitation. Et donc là, on s'est dit, d'accord, il y a un modèle qui est réplicable, à la fois pour l'enseignement supérieur, mais aussi pour la formation continue. Il y a 8000 centres de formation continue en France.
et c'est donc le business model qu'on a choisi pour Arc. Jusqu'ici, on a été sur un modèle transactionnel, où on s'est adressé qu'aux clients qui étaient capables d'acheter Arc d'un seul coup, sur le modèle sur lequel on a fait 400 000 € de chiffre, et on a développé 200 heures de contenu de cours. À date, on a 2 installations actives. Une, donc, en formation continue et industrie 4.0, qui est Swarm sur le campus région du numérique à côté de Lyon, à Charbonnières, et celle dans laquelle on est en train de faire cette visio, à INSEC University. Et on travaille également sur ce projet avec des partenaires académiques comme le CNRS, l'INSA, INRIA et l'École Polytechnique, qui eux sont là en fait pour mesurer réellement, avec une démarche scientifique, le gain réel en termes de capacité d'apprentissage du fait de travailler sur le mur plutôt qu'avec des dispositifs traditionnels. Comment est-ce qu'on vend Arc? Je vous ai dit qu'on était sur un modèle transactionnel jusqu'ici, parce que ça a été les toutes premières installations. On trouve quelqu'un qui est prêt à investir, et il met 100 000, 200 000, 300 000 € dans une ou plusieurs installations Arc. Mais ce n'est pas ce qu'on souhaite faire pour le passage à l'échelle de la solution. Et c'est là vraiment le premier sujet d'investissement qu'on va faire avec la levée API Capital. C'est qu'on souhaite fournir aux clients une solution tout en un, avec la présence du mur, donc le hardware, un mur de 12 mètres, qui sera la forme standard, le software qui est associé, c'est-à-dire le système de gestion des données, des copies des élèves, le système de gestion du contenu de formation, avec une mise à jour qui est régulière, et le service qui est associé. La maintenance, la formation des formateurs à l'utilisation de Arc, etc. Et tout ça est inclus dans une solution qui sera répétable pour tous les organismes de formation et facturée mensuellement. Et c'est ça qu'on souhaite développer sur nos 20 prochaines installations. Donc, en termes de marché et en termes de potentiel, je vous ai parlé du très immédiat. Nous, notre but, c'est de développer 20 installations en France pour renforcer et valider le business model qui est très, très rentable pour PixMinds. Ensuite, si on regarde le potentiel global de ce marché de l'éducation dans le monde, c'est 6 trillions d'euros. Alors, on ne fera pas 6 trillions d'euros avec Arc. Par contre, on peut adresser une partie des charges opérationnelles de ces organismes d'éducation. Et notre évaluation sur notre modèle financier est que les charges opérationnelles qu'on peut aller chercher, c'est 80 milliards. En particulier, on est sur un marché de l'apprentissage digital, même si en fait, nous, on propose une solution qui est hybride. Il y a à la fois une installation physique, mais avec les avantages du digital, notamment de réduction du temps de travail pour corriger les copies. Et ce marché de l'apprentissage digital, c'est 250 milliards d'euros dans le monde, avec une croissance de 21% par an. Donc c'est à la fois un marché qui est énorme et qui croît très vite. Donc ça nous donne confiance dans le fait qu'à minima, les 20 installations qu'on veut faire d'ici 2023 et les 650 installations qu'on voudra faire d'ici 2026 sont aisément réalisables par rapport au marché et à la demande. On a un certain nombre de contenus qu'on vous a partagés sur la page API Capital et sur lesquels on sera ravi de revenir sur l'apport réel aux étudiants, aux enseignants, aux directeurs d'établissement, que ce soit en termes de qualité d'apprentissage, de confort pédagogique ou même de business model. On a quelques citations qui sont top de la part de nos partenaires actuels, notamment David Bouvier, directeur de l'INSEC, donc là où on est en ce moment même, Marie-Paul Cany, chercheuse enseignante à l'École Polytechnique, et également de nos partenaires de Swarm qui sont à côté de Lyon. Nos objectifs immédiats, c'est de passer de 2 installations à 20 installations, d'accord? Donc de multiplier par 10 le nombre d'installations qu'on a, pour obtenir un revenu récurrent annuel d'1 million d'euros, suite à quoi, en fait, la structure Arc sera entièrement rentable et autofinancée, et de passer de 200 heures de contenu disponible à 1000 heures de contenu disponible. Ce qui fait que l'offre permettra également d'aller chercher la centaine d'installations suivantes. Pour ça, on cherche une levée en obligation convertible de 500 000 € avec option de souscription à 750 000, qui seront dépensés de la manière suivante. Il y aura un peu plus d'un tiers sur le développement commercial pour aller chercher les 18 partenaires qui nous manquent pour installer les localisations suivantes. 25% pour créer des showrooms et développer notre écosystème, notamment certaines localisations qu'on voudra avoir absolument, sur lesquelles on voudra se développer fort et vite.
On leur proposera, nous, de faire l'investissement de l'installation et ensuite de passer sur un modèle de revenu partagé avec eux, ce qui fait qu'ils n'ont même pas à risquer la dépense mensuelle. D'accord ? Puis quand ils s'apercevront que ça leur coûte plus que l'abonnement mensuel, ils auront l'option de repasser sur l'abonnement mensuel, bien sûr. Et enfin, 40% de l'investissement sera passé sur les nouveaux contenus. Voilà. Merci de m'avoir écouté. C'est un plaisir, à la fois d'être ici, puis de pouvoir vous présenter le projet. Et vos questions sont les bienvenues. À l'occasion de quoi, je suis ravi d'avoir avec nous aujourd'hui notre président fondateur, Lionel Châtaignier. Bonjour à tous. Bon, Hugo a tout dit, brillamment. Bon, un peu long au milieu, quand même. Merci, Président. Et donc, s'il y a des questions, ma foi, je pourrais y répondre. Si j'ai du mal à y répondre, je laisse Hugo le faire. Bon, et merci à vous deux. Moi, je suis vraiment ravi de ce webinaire et puis surtout ravi que vous présentiez ce projet dans lequel je crois énormément, qui à mon avis répond à de véritables préoccupations qu'on a en tant que parents déjà vis-à-vis de l'éducation de nos enfants. Ça ne sert pas qu'à ça, mais en tout cas, on a un vrai sujet. Je pense que tous, les uns et les autres, on passe notre temps à demander à nos enfants d'arrêter d'être sur leurs écrans. Mais il n'y a rien à faire, ça les attire. C'est comme le miel avec les abeilles. Ils sont attirés par les écrans. Et en fait, cette solution, alors Pixmind développe plein d'autres produits. Et c'est vrai que des produits toujours innovants et utiles. Nous, le côté utile, ça nous parle énormément. Et cette solution, en fait, proposée aux étudiants, aux élèves, et je pense que demain, on parle de classe du futur, mais moi je suis convaincu que demain, les classes de nos enfants seront comme ça parce qu'ils évoluent avec les écrans et là qu'on leur permet d'apprendre grâce à ces écrans. Et donc cet écran devienne un ami, y compris pour les parents, plutôt que, entre guillemets, un ennemi qui les sort de la vie réelle et qui permet de véritables interactions. Donc vraiment bravo pour cette idée que je trouve incroyable. Merci pour la qualité des explications, Hugo, parce que franchement, il est bon. Franchement, moi, je ne me suis pas ennuyé. Moi, je ne me suis pas ennuyé et j'ai trouvé ça très intéressant, très abordable également en termes de compréhension. Du coup, le temps que quelques questions arrivent, je vais peut-être en poser une première. En fait, on a parlé de brevets. Alors, je sais que Pixmind est vraiment un champion national au niveau des brevets. Je crois reçu des félicitations au plus haut niveau à ce sujet. Concernant vraiment le produit ARC, sur quelle partie de cette solution porte le brevet ou les brevets ? Les brevets sont, je peux répondre très rapidement, les brevets, nous on a pour habitude, quand on passe beaucoup de temps quand même à réfléchir sur les solutions qu'on apporte, les brevets portent sur tout ce qui est hardware. C'est une nouvelle méthode complètement innovante, parce qu'on se sert de choses alors qu'on peut-être été pensé avant, mais qui n'a jamais été réellement établi. Ce que je peux dire, c'est que techniquement, on est les premiers à avoir une réactivité comme celle-ci, qui n'utilise ni le capacitif, ni le résistif, ni tout ce qu'on connaît, mais c'est plus une forme de détection, d'interpolation spatiale. Et surtout, rien n'est à l'extérieur. Tout est contenu dans un espace qui prend en compte la rétroprojection à l'intérieur. Donc, clairement, tous les différents brevets qu'on a, alors après, ils portent à différents, on ne va pas rentrer dans des détails techniques, mais différents points de vue techniques qui nous laissent propriétaires de cette techno. Ouais. Voilà ce qu'on peut dire. Oui, absolument. C'est sur ça que les brevets portent. Après, je ne sais pas jusqu'où vous souhaitiez aller, Philippe, exactement comment. Non, mais c'est très bien. C'était pour avoir une petite compréhension, voilà, savoir quelles étaient les innovations précises. Philippe, d'où la résistance du truc. Ah ouais, c'est dingue.
Ah oui, non, mais on peut y aller. Je pense qu'un bon, un coup de marteau, on arrivera peut-être à défoncer un coup de masse, à défoncer le système. Mais étant donné qu'on n'est pas du tout sur un écran, hein, que les choses soient claires, on est sur un système d'interpolation d'objets extérieurs. On pourrait envisager faire ça sur une vitrine d'un magasin ou une vitre, une simple vitre. C'est réellement un nouveau procédé Oui. qu'on a D'accord. appliqué aujourd'hui dans une salle d'enseignement et de classe, comme je le disais sur une vidéo que je l'ai dit plusieurs fois entre nos investisseurs et tous nos financiers, parce que l'éducation, comme vous le disiez, Philippe, est complètement différente que ce qu'on a pu connaître avant. Ouais. Donc, on s'est plus intéressé à ce sujet-là. Moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup de connaissances et des amis dans ce monde-là. Donc, c'est pour ça qu'on voit en bas le Lyris, on voit l'X, on voit des gens comme ça qui phosphorent beaucoup plus que moi je pourrais phosphorer. Petit goût, ouais. Parce que c'est son idée à la base. Hein, donc, Voilà, il n'ose pas le dire. Mais moi, je suis un vieil ingénieur. Moi, je fabrique des choses. J'aimerais qu'on les réalise. Et les jeunes, maintenant, arrivent avec des solutions extrêmement pointues et mettre en exergue des idées qu'on peut avoir. Et donc, c'est pour ça que c'est quelque chose de qualité qui est fonctionnel et plutôt bien. On arrive vraiment au bout de la R&D. Hein. On n'a plus de grosses dépenses à faire. C'est toujours perfectible, mais on a quelque chose d'efficace. Ouais. Puis après, Philippe, si on a envie de compléter la question, parce que c'est vraiment l'opportunité, on pourrait répondre à plein de questions, même offline, quoi, à travers les réponses sur la plateforme, etc. Mais là, on peut en profiter du fait qu'on soit dans la salle de classe et face au produit pour avoir le petit côté c'est pas sorcier. Oui, bien sûr. Donc Jamy. Jamy. Il y a en fait à l'affleurement c'est ça le principe du brevet en fait qu'on a posé avec Lionel puis avec toute l'équipe de R&D. À l'affleurement de l'écran, il y a de la lumière infrarouge. Ce qui fait que quand vous mettez votre main en contact avec l'écran, cette lumière est réverbérée vers l'intérieur du dispositif. Et là, on a un système de captation infrarouge avec un système de traitement du signal qui détecte où la main a été en contact et qui permet de retrouver le point et de le transmettre aux ordinateurs qui sont derrière. D'accord, c'est Minority Report avant l'heure. Exactement. C'est pas mal, ça va faire beaucoup d'envieux. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir envie de l'avoir pour plein d'activités, y compris à c'est la maison. Brosplay. Oui, on l'a présenté aux États-Unis et on a eu un retour, alors qu'il n'était pas pour la salle de classe, parce qu'aujourd'hui, on présente une salle de classe que ça nous tient à cœur. Et là, c'était des firmes sur du learning, hein, c'était quand même de l'enseignement, mais plus d'entreprises et des firmes énormes qu'on a eu la chance de visiter. Voilà. Ouais. D'accord. En dire plus pour le moment. Bon, merci beaucoup déjà pour cette réponse. Bon, moi, j'ai plein d'autres questions. Je vais en poser une autre, et puis après, je laisse. Il y a déjà des questions qui sont arrivées dans le chat, donc après, on fera les questions du chat. Mais c'est pour enchaîner juste sur ça là, puisque justement, alors, le secteur éducatif est la première cible, et je crois qu'on a compris pourquoi. Mais du coup, quelle est votre stratégie de pénétration du marché et éventuellement d'autres secteurs? Ok. Tu veux que je prenne ça, Yo? Prends, puis je... Ouais, puis tu compléteras éventuellement. Alors, le secteur éducatif, en fait, il est en plusieurs tranches, comme beaucoup de secteurs. Okay. Il y a des structures qui sont petites, avec des décideurs qui sont accessibles et qui ont un intérêt financier immédiat à intégrer ce genre de contenu. Donc, forcément, ceux-là, on a envie d'aller les chercher en premier. Quand on vise 20 installations ou 100 installations, il faut aller chercher les 8000 organismes de formation continue. Parce que les directeurs d'établissement sont accessibles, c'est eux qui ont le budget. Ils n'ont pas forcément l'investissement, la capacité d'investissement de 100 ou 200 000 euros cash. Par contre, vu le revenu additionnel et la réduction de charges que ça donne, ils peuvent tout à fait payer un abonnement mensuel de 4, 5, 6 000 euros en fonction des options qu'ils prennent avec ARC. Donc, la stratégie de pénétration du marché commence par ça, pour créer un compte de résultats qui est positif et qui nous permet d'apprendre de nos expériences sur les 20, 50, 100 premières installations. Immédiatement derrière, il y a le reste de l'enseignement supérieur privé, qui sont des groupes d'une plus grande importance. L'INSEC en fait partie.
d'accord, qui est un groupe valorisé à plusieurs centaines de milliers d'euros et qui ont déjà une installation. Mais ensuite, vu que cette installation est en production, elle marche bien, les élèves sont heureux, le directeur de l'établissement est heureux, il y a une thématique de passage à l'échelle, mais sur des cycles de vente qui sont beaucoup plus longs, où ils auront forcément besoin de solutions un peu plus sur mesure, avec des systèmes de réseau, de connexion entre leurs écoles, de communication avec leur système IT, avec leur LMS, leur Learning Management System, comme Moodle. Et ça demande plus d'investissement pour aller chercher ces comptes-là. Donc, une fois qu'on a pas 20, mais plutôt une centaine d'installations, on va pouvoir se permettre d'investir dans l'avant-vente auprès de tous ces groupes-là. Là, il y a un marché qui est à peu près de la même taille que la formation continue d'acteurs plus petits, mais qui peut aller se chercher avec une approche qui est différente, qui demande plus d'investissement, mais où derrière, chaque deal signé rapporte beaucoup plus. Et en dernier lieu, sur le marché de l'éducation, il y a le public, qui sont sur des cycles de vente encore beaucoup plus longs. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas commencé. On a déjà eu des échanges avec notamment Agnès Pannier-Runacher qui est venue visiter la salle ici, ministre en charge de l'industrie, ou Florence Bio, qui est la responsable de la transformation numérique de l'éducation nationale, avec laquelle on a pu discuter de la solution et d'un éventuel premier pilote qui serait à Paris. Mais convertir même 10% des établissements gérés par l'éducation nationale avec cette solution, ça prendra des années. Donc c'est vraiment celle qu'on abordera en troisième. Donc ça, c'est pour le marché de l'éducation nationale. Et ensuite, on fera forcément un sous-pesage de chaque tranche de ce marché versus d'autres marchés qui ont aussi des besoins qui sont très larges, comme les parcs d'attractions, les musées, les corporates qui ont besoin de salles de réunion pour faire du team building, pour faire du management de données, pour des verticales auxquelles on ne peut pas forcément penser tout de suite, comme les réseaux et énergie, qui ont besoin de manipuler des données très complexes en équipe. Donc ça, c'est au fil de l'eau. On va commencer par faire une structure qui est plus que rentable. On va valider notre modèle de livraison, notre modèle industriel. Et puis ensuite, au gré de là où viennent les demandes, on comparera la quantité d'investissement qui est à faire pour aller chercher la poche de valeur suivante. D'accord. Après, on peut rajouter d'une manière plus concrète, projection voilà, des plus jeunes qui viennent des très grandes écoles. En plus concret, on est approché, moi en ce moment je suis en discussion, donc sur un système d'éducation, mais international. Parce que comme on fait des émules, qu'on a gagné beaucoup de prix aux États-Unis entre autres, on a alors c'est des facs privées avec des moyens différents, américaines et pas que. Je pense que c'est, comme le disait Hugo tout à l'heure dans sa présentation après, il est vrai qu'à un moment donné, il va falloir que l'éducation, comme on l'entend, se recrée, se réinvente. Ben, il faut se réinventer à un moment donné. Eh oui. Et l'histoire alors, d'un entre guillemets un vieux schnock que je représente, moi je me souviens des télés où il y avait des discussions absolument dantesques. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça rend dingo tout le monde, peut-être que c'est le cas, j'en sais rien. Le fait est, c'est qu'on ne va pas aller contre. Enlevons les écrans aujourd'hui, il n'y a plus de monde. Eh bien, je pense que garder des mômes ou des jeunes adultes, ou des adultes tout court d'ailleurs, parce que dans beaucoup de réunions, on a tendance à s'embêter quelque peu, et je reste poli. Si on peut avoir un animateur qui apprend, parce que c'est ce qu'on devient finalement, c'est ce que nous disait le patron de l'INSEC, et qui garde focalisée l'attention des personnes qui écoutent, je pense qu'on a tout gagné. Une focalisation d'attention, et c'est pas que dans les écoles, hein, dans une entreprise. Moi, je vois bien quand je parle et que tout le monde s'emmerde souverainement, c'est que j'ai loupé mon entrée, quoi. Et quand tout le monde est à l'écoute et puis qui est motivé, au-delà de ça, il y a la motivation, bien évidemment, on a réussi l'exercice. Donc, je pense que cet outil-là, et pas que dans l'éducation, et d'une manière plus concrète avec les approches qu'on a eues, peut changer réellement une manière d'aborder ces sujets-là. La dernière chose que je peux rajouter, je pense, c'est qu'il y a un avenir qui est extrêmement intéressant avec des écrans, parce que
je le dis souvent, c'est un peu curieux comme présentation, mais il y a la réalité virtuelle, on a des casques, on est isolé. C'est formidable. Hein, on travaille d'ailleurs beaucoup avec des grosses boîtes de VR. Avoir un environnement comme ça où on est complètement intégré, on est, comment dirais-je, c'est pas de la réalité virtuelle, mais c'est plus non plus de la réalité tout court. On a un bridge entre les deux qui est en train de se faire. Je trouve intéressant cette idée. Moi, j'ai vu ici même des gens présenter. Alors là, pour le coup, c'est une entreprise qui présentait très connue. Et on a eu le bol d'avoir, par le réseau, de voir comment pourrait s'organiser une présentation. C'était, pour moi, c'était tonitruant également, parce qu'il y avait une focalisation de tous les retailers, enfin, là, c'est en l'occurrence, c'est dans la distribution, qui était sans équivoque. Voilà. L'idée, c'est que c'est vaste. On découvre un nouveau monde qui est vaste. Donc aujourd'hui, on est là parce que c'est ce qui me tient à cœur, à l'encontre de... Mais il est vaste après ça. Il y a des questions, je ne les prends pas dans l'ordre, mais elle est liée à l'éducation nationale. Donc la question, c'était quel rôle va jouer l'éducation nationale? Sera-t-elle un frein ou un accélérateur à l'adoption de cette solution? Bon, vous avez répondu en partie avec la présence de la ministre. Donc on voit qu'il y a vraiment un intérêt de l'éducation nationale. Maintenant, le sujet, c'est peut-être l'adoption, mais ça dépend. C'est compliqué à répondre à cette question. En fait, oui, c'est compliqué et c'est comme toujours la même chose. Et oui. Si on veut être honnête, to be honest, ce qu'il ne faut pas dire quand on parle, mais si vraiment le fond de ma pensée, il est que quand un changement doit s'opérer, il doit s'opérer. Après, il y a les coûts, il y a l'envie, il y a les bonnes personnes, au bon moment, au bon endroit. Le calendrier. Il y a le calendrier, il y a tout ça. Je pense que la transformation doit se faire. Il y a un engouement qui est plus que certain. Ça, par contre, c'est une vraie vérité. Oui, le ministre, on parle du ministre parce que c'est le ministre, mais on a amené des profs, on a mis Marty, qui est directeur il a une cellule très particulière sur le travail coopératif, il écrit des livres. Quelqu'un d'intelligent, Philippe, vous voyez, et qui je lui pose des grandes questions. Et son leitmotiv, c'est qu'on est beaucoup plus fort à 10, 12, 15, mais même déjà à 2 à 3 que tout seul. Ça, j'ai toujours été d'accord avec ce sujet-là. Et ce support-là, on est 10, 12, 15 là-dedans. Plus si on a envie. Et ce que j'en ai vu, moi, j'ai vu un cours, j'ai vu des explications, je l'ai vu avec Marty, avec ses étudiants à lui. Il maintenait, donc il montrait ses cours. Puis j'en ai vu un se lever, mais avec tout respect. Donc on a laissé, puis tout le monde était debout au final. Et le cours a pris une allure extraordinaire. Moi, j'aurais rêvé d'avoir ça qui ne tenait déjà pas en place. Moi, je ne tiens pas en place, ça se voit déjà là. Les gosses, c'était une souffrance terrible. J'ai vu un cours qui s'est fait, j'ai vu le père Marty qui se tourne vers moi, qui fait comme ça. Tu aurais aimé avoir ça quand tu étais jeune. Il était ravi. Ouais. Parce que là, ce n'était plus une table, c'était un tableau. Donc, ils sont en train déjà d'articuler. Eux, ils travaillent de leur côté. Ils ont bien avancé d'ailleurs. Alors là, c'est un autre univers, quoi. C'est réellement sur un autre univers qui n'est pas si loin au final, mais c'est un autre univers sur la recherche et comment on peut faire accélérer le topo avec plein de cerveaux bien remplis plutôt que des cerveaux isolés. Voilà. Bien sûr. Donc après, la réponse, elle reste une réponse de Trafalgar. On ne peut pas savoir si demain, on va avoir, tiens, je mets tant de millions d'euros sur ça, ou non, j'en veux pas. Tout le monde s'y intéresse. On n'a jamais eu, comme je disais avec nos parents quand on était gosses, des gens qui disent la télé, c'est pas bon, c'est pourri. On n'a jamais eu ça. Enfin, moi, je ne l'ai jamais eu personnellement, y compris à l'étranger. Donc voilà réellement où on en est. Après, concrètement, on a beaucoup de demandes en ce moment, comment on peut faire ci, comment on peut faire ça. Et c'est pour ça que nous, on essaye d'avancer. Moi, j'avais un peu bloqué, c'est peut-être pas une question, mais c'est peut-être une vraie réponse que je peux apporter là. On a beaucoup de sujets, comme vous l'avez vu. Celui-là nous tient à cœur. Et je ne voulais pas avancer tant que je n'avais pas l'équipe. Et là, je ne dis pas ça pour Hugo, parce que Hugo ne peut pas tout faire. Qui pouvait réellement prendre à bras-le-corps ce sujet-là. On l'a.
Là, on l'a. Les recrutements ont été faits. Des gens qui, on ne peut pas trop en dire Qui s'occuperont encore, de l'activité, quoi. mais enfin, c'est des gens qui ont vraiment un gros background. Et donc, on est prêt, quoi. Notre techno est ici, fonctionne. L'époque, proof of concept, c'est plus des proof of concept, c'est des produits finis et commercialisés qui ont même été vendus d'ailleurs. Donc, il ne faut plus que je parle de POC, je crois. Et on a l'équipe, on a le réseau en France pour le fabriquer, donc on est opérationnel. Voilà pourquoi on enclenche une idée du groupe. La levée de fonds. Une très bonne idée pour accélérer, pour mettre de l'huile dans les engrenages. Et vraiment, côté business plan, par rapport à l'éducation nationale, comme a dit Lionel, on ne compte pas sur une commande de l'éducation nationale pour 1000 installations, là en 2022, ni même en 2023-2024. On ne compte pas dessus, ça pourrait arriver, mais on ne compte pas dessus. Ouais. Par contre, on est d'ores et déjà en train de travailler avec eux, et à minima, ils vont être d'une grande aide dans le retour qu'ils vont nous faire de comment eux, ils voient ça implémenté dans des écoles. Et donc ça, déjà, c'est formidable, et c'est déjà acté. Et la chose qui serait bonus track sur laquelle on ne compte pas, mais quand même, on aimerait bien que ça se fasse, ça serait d'avoir au moins une installation pilote qui permettrait à l'éducation nationale, à minima, d'être prescripteur, si ce n'est avant d'être grand compte. Voilà. Après, peut se faire ça. Ouais. Alors, dans la continuité, et, alors désolé pour les personnes qui ont posé des questions, mais j'essaie de mettre les questions dans les sujets. Et là, c'est dans la continuité. Disposez-vous de marques d'intérêt ou de commandes concrètes de la part d'acteurs du privé ou du public? Nous demande Martine. Absolument. Alors, par lesquelles commencer? On va essayer de vous parler que des marques d'intérêt qui concernent la verticale sur laquelle on veut investir. Parce qu'en fait, des marques d'intérêt chiffrées, on en a un peu plus d'une cinquantaine. Si j'exclus les prospects dont on estime qu'en fait, il n'y a pas le pouvoir d'achat, il ne faut pas investir Stius, mais une cinquantaine d'installations, c'est formidable. Sauf que la plupart ne sont pas dans la verticale sur laquelle on souhaite investir tout de suite, qui est l'éducation. Si on parle de l'éducation, on a déjà des opportunités, en fait, pour une vingtaine d'installations. Ce ne sont pas des commandes fermes. Il y a notamment le groupe INSEC sur lequel on travaille sur une potentielle extension. Alors, ça va à l'encontre de ce que j'ai dit tout à l'heure en disant on cible d'abord des organismes de formation continue qui achètent qu'une seule salle. Mais Lionel l'a dit, quand on est contacté par l'INSEC ou par une grande université aux États-Unis, voilà, il y a le plan puis il y a l'opportunité, quoi. Donc, s'il y a un deal s'ouvrait comme ça, on ferait peut-être les 20 installations en un coup. Et puis, il y a la possibilité, la facilité. Absolument. On aurait plus facilement une commande à aller faire aux États-Unis, mais il faut... Donc, on s'adapte aussi à ce que le monde nous fait comme retour. Donc, on a déjà suffisamment d'opportunités pour couvrir les 20 installations. On sait comment commercialement ce type de deal se passe. Les 20 installations qu'on va vraiment émettre seront probablement qu'à 25 ou 30% chez les prospects qui nous mettent les marques d'intérêt pour l'instant. Le but étant d'embaucher des commerciaux pour au contraire avoir plutôt 100 ou 150 marques d'intérêt pour finalement, dans notre entonnoir commercial, finir avec 20 installations. Mais oui, tout à fait, on a des marques d'intérêt. Mais pas de commandes fermes à date. Parce que avant d'accepter des commandes fermes à date, on préfère finir d'implémenter le produit, nos heures de contenu, et d'avoir quelque chose à vendre qui va pouvoir générer une vraie valeur ajoutée, une vraie marge pour Arc. Ouais. Alors, justement, maintenant, quel est votre... on l'a abordé, mais quel est votre modèle économique? Comment votre offre est-elle constituée? Et si vous souhaitez le dévoiler, quel est le coût de la solution? Il y a peut-être plusieurs coûts en fonction de ce qui est demandé, d'ailleurs. Ouais. Alors, il y a 3 modèles économiques. Le premier, c'est vraiment dépenses en actifs, CAPEX. Les gens achètent la solution. C'est ce qu'ont fait les gens avec lesquels on a travaillé chez Swarm, donc sur le campus numérique, sur le campus région du numérique à Charbonnières, l'installation de Laurent Wauquiez. C'est un modèle CAPEX.
Okay. Les gens, ils font un chèque, et puis ensuite, on leur donne une maintenance de X dizaines de mois. Et voilà. Ce n'est pas le modèle qu'on souhaite développer le plus, parce que la plupart des acteurs, notamment du monde de la formation et de l'éducation, ont pas soit les niveaux de cash, soit l'acceptation de mettre ça en actif. Le deuxième, c'est la location. Et clairement, ce qu'on peut dévoiler, c'est qu'on n'est pas fixé sur le prix. On va profiter des premiers clients en mode location pour ajuster le niveau de service, le niveau de facturation, etc. Et le troisième... Par l'équipe qu'on a recrutée aussi. Hein. Exact. En fait, il y a des gens qui s'y connaissent mieux en revenus récurrents qui arrivent dans l'équipe pour prendre la direction de l'unité. Ça quelques dizaines d'années. Mais l'ordre de grandeur, c'est 3, 5, 7 000 euros par mois. Il faut savoir qu'un établissement de formation continue vend la journée de formation entre 1 000 et 2 000 euros. Donc, on peut faire le calcul assez vite. Hein. Si on facture ça 5 000 euros par mois, c'est vite remboursé. Et la troisième solution, qui est clairement la plus agressive commercialement, pour des clients qu'on voudrait ouvrir très très vite, c'est le paiement à l'utilisation. C'est Pixminds qui fait l'investissement. Donc, comme le mur est vraiment pas cher à fabriquer, c'est nous qui investissons. Donc, il y a une partie du budget, une partie de la location des fonds de la levée à capital qui est faite pour ça. C'est nous qui investissons dans la salle, on la met à disposition. L'installation, on va dire l'organisme, vend des formations avec ça, qu'on co-développe avec lui, et on se partage les revenus. Et vu le niveau d'intérêt qu'il y a de la part des étudiants, des profs et des gens qui vendent les formations, clairement, notre expectative, c'est que très vite, les gens se rendent compte que partager les revenus, ça leur coûte beaucoup plus cher que de payer la location, et qu'ils reviennent à un modèle de location. Mais par contre, ça permet d'avoir une offre où il n'y a aucun risque, quoi. Et oui, ils peuvent démarrer immédiatement. Exactement. Sans investissement, sans budget et un coût à l'usage. C'est vrai que pour la pénétration du marché, c'est une très très bonne idée. Ça, c'est à faire, Philippe, et pour répondre à tout le monde, ça, c'est à faire quand le produit, on est sûr qu'il y a une vraie impédance dessus. Absolument. On l'a vu, nous, dans l'accessoirie, sur l'autre business unit qu'on a avec les souris, on a des patins en céramique. Je ne fais pas la vente des souris, Hugo, mais c'est immédiat. On utilise cette souris-là, ça glisse 70% plus vite que n'importe quelle autre. Donc, on est sûr du coup, donc limite, on enverrait presque des patins, c'est essayer, c'est l'adopter. On dit, et on a un peu le même phénomène, on ne peut pas offrir une salle de classe et puis et les donner, mais le libre service, on ne peut pas fixer un pourcentage, mais on est largement, on est dans la dernière, entre les 90 et 100%, il y a une impétence qui est dingue des jeunes, des moins jeunes pour le coup, et qui fera statuer quoi, sur les autorités, les personnes qui sont autorisées à réfléchir sur la classe. Voilà pourquoi on a réfléchi à ce sujet-là. Moi, je suis sûr de mon coup, je l'ai vu plusieurs fois. Mais on le voit aussi chez soi. On voit bien quand il y a des gens qui sont, quand ils font des présentations dedans, enfin bref, je ne reviens pas sur ce que je donnais en préambule. Donc voilà, c'est pour ça que ce modèle économique est pas mal. C'est un business model qui est pas mal. C'est au début, il paraît... parce que money is money, mais... quand on devient petit à petit suffisamment sûr de notre coût, et puis Lionel a raison, c'est que chose qu'on souhaite faire, on sait qu'on tient une techno. Lionel a inventé, puis avec l'équipe, on a breveté une techno qui a énormément de valeur sur un marché qui prend la pleine valeur du truc. C'est là que, clairement, ils arrivent à déployer le plus de capacité pédagogique, le plus de revenus, le plus de marge. Donc, ils ont vraiment un intérêt financier et de valeur immédiat à faire les investissements. Mais on ne veut pas pour autant s'enflammer à dire on choisit tel modèle, puis on va en faire 1000 installations dès 2022. Okay, d'ailleurs, on demande à lever 500 millions d'euros. Non. On veut le faire pas à pas. On veut créer ces 20 fameuses installations le plus rapidement possible pour prouver le business model, non seulement celui de Arc, mais celui de ceux qui achètent Arc. Parce qu'une fois qu'on aura 20 installations qui sont tout à fait rentables et dont le seul regret, c'est de ne pas en avoir pris 2, on saura que la centaine et les 200 d'installations après seront beaucoup plus faciles à aller émettre. Quels sont les concurrents
je sais pas, la question, c'est quels sont les concurrents et chiffres d'affaires, l'ancienneté, brevets déposés par ces derniers. En gros, voilà, c'est connaître un petit peu l'environnement concurrentiel, s'il existe, mais on parle de produits innovants, donc je pense que les concurrents, c'est plus des produits de substitution. Absolument. Est-ce qu'on a déjà vu une salle de classe comme la nôtre? Ouais. Donc, de produits sur le même feature mix, enfin, sur les mêmes fonctionnalités pour le même prix, il n'y a pas. Par contre, il y a des produits de substitution. Des gros écrans, des grosses Voilà. télés. Il y a déjà des organismes de formation et des écoles qui essayent d'investir dans des équipements qui soient plus immersifs, plus interactifs, qui essayent de faire travailler 2 personnes en même temps, parce que c'est grosso modo ça, la limite de taille. Hein. Il n'y a pas d'écran de plus de 2 mètres de large, ce qui fait qu'on travaille à 2 dessus, et pas plus. Les fournisseurs sont des acteurs comme LG, Samsung, Cisco. Et les gros différenciateurs principaux, donc vous avez posé une question sur le côté brevet. C'est marrant parce qu'on a beaucoup étudié les brevets avec Lionel puis Léo, notre directeur de la R&D, qui est chez nous. Il y a énormément de brevets qui tentent d'aller chercher quelque chose de mieux sur la détection des contacts par infrarouge. Et en fait, des brevets posés là-dessus, il y en a plein. Sauf qu'ils ont tous le même problème, c'est que dès que la taille de l'écran augmente, c'est fini, ça marche plus, ou alors il faut mettre une telle puissance ou une telle qualité de l'électronique que le coût devient énormissime. On pense au projet d'origine de la Microsoft Surface, Microwatt. Ce sont des super technos, mais dès qu'on a un écran de plus de 2 mètres, c'est fini, ça coûte plusieurs millions d'euros. Donc, le gros différenciateur de Arc par rapport à son environnement concurrentiel, c'est le fait de faire des écrans de 6 mètres, 12 mètres, 30 mètres. Et en particulier pour le marché de l'éducation, même pas besoin d'aller viser 30 mètres. On fait des écrans de 12 mètres. Là, la longueur totale de l'écran que vous avez dans cette classe, c'est 12 mètres sur 1,50 m de haut, donc vous avez 18 mètres carrés au total. C'est une taille qui est inaccessible pour le même prix par l'ensemble des concurrents. Le deuxième gros différenciateur, ça c'est Lionel qui l'a démontré tout à l'heure, je ne vais pas me refaire mal à la main, mais c'est la robustesse. Voilà. L'ensemble des écrans interactifs proposés par les concurrents sont loin d'être aussi robustes. Ce qui fait que derrière, quand on essaie d'implémenter ça sur un business model qui est viable, vous allez avoir un taux de casse et un taux de remplacement et un taux de SAV qui ne justifie plus en fait, le fait d'aller adresser la grande majorité du marché. Puis enfin, les dernières installations, on va dire, à peu près concurrentes, il y a tous ces gars là, ceux qui projettent par l'extérieur. Ah oui, c'est très différent. Ça fait ils ne vendent pas en éducation, mais on peut peut-être les citer, quoi. Il y a des gens qui essaient d'afficher des images sur de grandes dimensions. On a vu avec eux, il y a même des boîtes super bien à Lyon. Comme des Kinect, pour faire simple, comme les Microsoft ou Nintendo qui avaient fait ça, mais ça reste des solutions extérieures. Et donc, à partir du moment où on passe devant... voilà, moi je serais là, j'aurais l'image qui serait sur moi. Là, l'image, elle est bien derrière. Yes. Et il n'y a rien à l'extérieur. Il y a plein de gens qui essaient de projeter par l'extérieur. Du coup, on est aveuglé. On n'a pas envie d'être en interaction avec les autres parce qu'on a la lumière comme ça. Donc, on a envie de rester tourné vers le mur et puis on projette notre ombre sur le mur, quoi. Donc, pour utiliser ça en salle de classe, c'est inutilisable. Et puis, mettre du matériel qui coûte cher quand même, ça coûte beaucoup moins cher que le reste, mettre du matériel qui coûte cher du côté des utilisateurs, c'est vraiment pas une bonne idée pour avoir une solution qui passe à l'échelle et qu'on peut installer dans 8000 centres de formation. Alors, j'ai une question de madame, je crois, excusez-moi, j'espère que je ne vais pas extropier votre nom, Lynn Germany, je crois. Germany, oui, c'est bien ça. Germany, voilà. Bien. Et donc, écoutez, merci déjà et ravi que vous puissiez nous poser une question en direct. Donc, nous vous écouterons avec plaisir. Oui, merci à vous déjà de cette présentation de cette technologie ARC qui est effectivement fort intéressante. Je suis intéressée à double titre, personnellement déjà pour toutes les opportunités qu'elles peuvent présenter effectivement pour la jeunesse. Et à titre professionnel, je travaille dans l'événementiel. Je suis très curieuse de savoir dans quelle mesure là vous nous présentez une installation
taille XXL. J'ai bien noté 18 mètres carrés et 12 mètres de long. Ah non, ça c'est petit, madame. Ah, c'est Le rêve de Lionel, c'est de faire un écran Hugo de m'a 300 dit, mètres. ne parle pas de ça. Il m'a dit, essaye de ne pas marcher partout et de t'en aller parce que l'hyperactivité, il m'a dit plein de choses. pour ne pas sortir du champ. Mais tout dépend de la coudée de référence. Hein, donc, Ah oui. voilà. Ben, c'est pour ça que j'aurais voulu faire un mur de 300 mètres. Je m'excuse, finissez votre question, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc effectivement, on est confronté sur des installations éphémères, c'est-à-dire quelques jours. On fait beaucoup de salons et on a des problématiques clients qui ont effectivement cette nécessité et on y répond soit par du visuel, soit par de la vidéo classique ou des maquettes. Et les maquettes ont un coût monstrueux pour arriver à démontrer des process. Je vois dans cette technologie une application qui pourrait être absolument géniale, d'autant que si j'ai bien compris, c'est hyper costaud. Donc, on n'a pas trop l'inquiétude, voilà, de voir les visiteurs toucher, mettre les doigts, ce qui est toujours notre crainte dès qu'on a des équipements un petit peu sensibles sur les salons. Et j'avais aussi la crainte de l'investissement beaucoup trop élevé. C'est vrai que vous avez plutôt répondu en partie à la question, mais sur des modules un peu plus petits, est-ce qu'on pourrait également l'investissement, j'imagine, est déjà beaucoup plus abordable, mais envisager ces solutions de location pour nos clients qui souhaiteraient, sur du court terme, pouvoir installer ça sur un stand ou sur un événement quelconque. Et quelle est la facilité technique, justement, de déploiement pour quelques jours? Eh ben, je pense que je vais répondre là. Les questions sont simples. Ça parle de logistique. Voilà, c'est juste judicieux. En fait, quand on a créé cette technologie, c'est pas du baratin l'histoire des gosses, parce que je l'avais dit sur la vidéo, on m'a dit mais quand on est en corporate à l'étranger, il faut pas parler comme ça parce que c'est peut-être trop personnel. Mais clairement, la salle de classe, moi j'ai vu ma môme de 15 ans qui passait plus de temps sur son téléphone. On va pas revenir là-dessus, c'est ce qui m'a fait penser à ça. Mais la deuxième idée originelle qui était avec celle-là, originale, fut un temps, je jouais au squash, j'étais plus mince et j'étais très bon. Maintenant, je suis nettement moins mince, bien plus vieux et nettement moins bon. Je continue de me et que battre, personne sourit. C'est la honte. C'est la honte. Et l'idée, c'était d'avoir l'écran de squash qui est au fond du cours, interactif, où on pouvait faire passer un oiseau, un morceau, quelque chose, et si on le touchait, on pouvait décrémenter un point, implémenter un point, et on remettait en avant la technicité face à la jeunesse, à la force et à la puissance de tir. Moi, j'aime bien essayer de rééquilibrer les choses. Toute ma vie, j'ai essayé de faire ça, et je trouvais ça intéressant, enfin, en tout cas, pour moi, c'est une vraie source d'inspiration. Bon, on a fait une salle de classe, parce que je l'ai dit, pareil, j'aime beaucoup ça, mais j'aurais bien aimé faire un cours de squash. Ensuite est arrivé, parce que cette histoire de Arc, intéressant, c'est finalement une grosse tablette, un gros iPad, avec tout ce qui peut aller dessus. Et pour répondre à votre question, madame, après des connaissances, j'ai eu les laser balls, là, comment on appelle ça, là, où on tirait avec pas le paintball, ceux qui se font en intérieur. Laser game. Exact. Et la personne me dit, est-ce qu'on pourrait, parce qu'ils ont des espèces de labyrinthes, c'est sympa d'ailleurs, est-ce qu'on peut les rendre eux-mêmes tactiles pour y mettre des zombies, des machins, des as you want. On a fait une forme fixe ici, mais de les rendre mobiles sur un cube, on l'a fait chez Swarm. Mais on pourrait d'ailleurs afficher des photos, des vidéos. On pourra vous en envoyer si vous souhaitez voir comment c'est monté sur roulette, ça se déplace. Parce que l'idée de cette personne n'était pas... j'écoute beaucoup, moi, les gens. Elle n'était pas anodine. Je dis, tiens, si on faisait ça, putain, ça aurait une technicité, une dynamique de jeu qui changerait tout. Ensuite, bon, je suis sur d'autres BU. J'ai été beaucoup de très près avec une grosse entreprise qui vend des sodas énergisants. Et j'étais au début.
de ça. Il m'a dit, mais tu te rends compte, on pourrait faire ça, ça, ça. Et j'étais arrivé à développer un stand pour les salons où quand on ferme les stands, donc tout se passe à l'intérieur, on monte nos produits, on est aussi dans le retail de nos produits, mais tout l'extérieur pouvait devenir tactile. Vous voyez, par des modules. Oui, oui. Et la personne qui est dans les coursives, qui marche à son prochain rendez-vous, c'est rien de plus emmerdant que de faire ça, peut très bien arriver. C'est tactile, tiens, quels produits ils font dedans, tac, tac, changer de couleur, enfin faire quelque chose qui redevient dynamique et en fait qui capte tout le monde. Et ça, c'est très faisable. C'est tellement faisable qu'on a déjà la solution et on l'a fabriquée. Elle est donc à Swarm. Vous verriez des modules un peu comme ça, qu'on pourrait défaire à roulette, et puis on les assemble comme ça. Puis à chaque fois qu'on les fixe, l'image s'allonge. Bon, dans la théorie, il faut quand même qu'il y ait un technicien qui règle un peu, encore pour le moment. Mais on a déjà ça, et oui, l'événementiel, amener des blocs qui font quoi 150 kilos, mais de toute façon, elles sont à roulette. On a fait beaucoup de salons, donc c'est pour ça que je peux même parler pratique. On les décharge, on les branche, il y a un gars qui fait l'aller-retour au début, et puis il y a un gars qui vient le chercher. Donc la réponse est 1000 fois oui. Voilà. J'ai répondu à vos attentes ? Ah oui, 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 absolument. Et ça laisse effectivement rêveur quant aux possibilités. Puis alors, je ne vous ai pas répondu à ça, mais là, c'est moi qui ai décidé de faire du 2 mètres par 2, parce que j'ai acheté des plaques chez Saint-Gobain, pour tout dire. Et c'était plus simple d'avoir des plaques en sécurité comme ça, 2 par 2. Mais si on veut faire une plaque en 16/9, si on veut plus grand, plus petit, tout ce que vous voulez, nous fabriquons. Vous voyez, vous verriez nos ateliers. Alors, ce ne sont pas les ateliers d'Elon Musk à Silicon Valley. Hein, nous, on est plus proche de la buanderie à droite, à gauche. Mais le fait c'est qu'on peut assembler pratiquement un module jour en ce moment. Et c'est pour ça qu'on se développe, et c'est pour ça que j'ai rencontré Philippe, et que c'est une bonne idée. Moi, je trouve ça formidable, que par les habituelles discussions, voilà. Et on est ready à 99,5% sur tous ces trucs-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il était temps, parce que Hugo, lui, commençait à me titiller bien avant. Donc voilà, la réponse est oui sur toutes les questions. Et elle m'intéresse parce que j'y ai travaillé, j'ai acté dans ce sens. Très bien. Juste un détail, la fourchette annoncée tout à l'heure par Monsieur Loy, je crois, était très large, de 3 à 7 000 euros par mois. C'est pour un type d'installation tel qu'il est derrière vous, les 18 mètres carrés. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Après, je vous l'ai dit, moi j'ai freiné. Parce qu'encore une fois, j'ai la chance d'avoir une équipe extraordinaire, mais de jeunes gens qui sont impétueux. J'ai freiné de manière à voir le chef. Parce que je n'allais pas me coller qu'à ça, je ne peux pas. Dieu sait que j'aimerais. Alors, je peux superviser, par contre. Et j'ai trouvé un gars plus de mon âge, d'ailleurs, qui peut prendre la direction de cette BU-là. Il l'intègre, je ne sais pas si ce n'est pas le mois prochain, enfin, il va l'intégrer très rapidement, le temps qu'il sorte de ses fonctions. Et lui, par contre, a une très grosse connaissance de ce monde-là, de services, de comment on implémente les choses. Donc déjà, il est déjà en train de nous nourrir et on arrive à des réponses qui sont, somme toute, à 90% sûres. Très bien. Je vous remercie de cette précision. Je vous en prie. À très bientôt. Merci, madame. On est là, je me ferai un plaisir de vous répondre, même en personne, parce que j'adore ce truc-là. J'ai inventé un truc où on balance des ballons. Là, on ne peut pas vous... Mais on a des joueurs de foot, on balance... parce que une équipe de foot célèbre m'avait contacté. Je vais quand même... Je peux parler un peu quand même parce que regardez, quand il me regarde. On avait fait des jeux avec des balles, avec des couleurs pour les gosses, parce que ça, je vous l'ai dit, moi j'aime beaucoup ça. Mais on le voit d'ailleurs dans notre présentation. Oui. On avait mis ça au concours Lépine à Paris, où on a gagné pas mal de choses. On a été obligé de fermer le stand. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Les pompiers sont arrivés. Il y a trop de gosses qui m'ont dit, il faut arrêter. Ça devient intenable, la sécurité. Et ils ont mis, je vous le jure, ils ont mis un pompier avec son siège, assis sur mon stand. Je sais parce qu'on déjeunait ensemble le midi. Voilà ce qui m'anime, moi. On a l'impression d'avoir réussi quelque chose quand il y a ça. Voilà.
Merci. Merci à vous deux et à vous trois. On sera ravis de vous mettre en relation. Allez, une dernière question logistique, puis après on va arrêter parce qu'on a débordé au niveau de l'horaire. C'est une question un peu pratique, c'est combien de temps faut-il entre l'enregistrement d'une commande et la livraison et l'installation? Je présume qu'il y a de la fabrication, de la logistique, de l'installation. Voilà, combien de temps à peu près faut-il pour que cela se réalise? Maintenant, on est autonome pratiquement sur tout. Tout se fait ici. On a nos fournisseurs, on a toute notre la Bills of Material, elle est maîtrisée. La liste de courses. La conception est maîtrisée. Là, à partir du moment où on demande, alors attention, après, si on passe sur une surface fixe dans une entreprise, une école, il y a les artisans qui vont entrer en ligne de compte, parce que moi, je vais faire toute l'installation électrique, électronique et de support. Je vais être sûr de mon coup. Moi, je veux pas que, parce que j'arrête pas de faire le beau en tapant dessus, je voudrais pas que ça tombe, mais après, je vais pas faire le placo, ni la peinture, ça serait mal fait. Donc, mais ça va relativement très vite. Surtout là, on débute, on a des commandes qui sont, enfin, on a des embryons de commandes et on commence à discuter. Donc, à partir du moment où on attaque un module, dans le mois, on a les modules qui peuvent être envisagés. Je parle pour le moment, les choses peuvent changer dans le temps. Mais des modules mobiles, comme nous disait Madame juste avant, oui, dans le mois, on peut faire, on a la capacité de faire un module jour. J'ai dit ça, je me suis un peu avancé. En 2 jours, c'est sûr. Donc 3 modules par semaine, ici. Et une solution comme celle-ci, ça suit la même logique à partir du moment où j'ai les artisans avec moi. Alors tant que c'est que dans le coin, c'est les artisans que je connais depuis longtemps, tout le monde connaît ça, je peux les faire avancer. Si on s'en va à Bordeaux, à Lille ou à Paris, ça sera, bon, on trouvera. Quoi. Parce que là, après, ou alors on emmènera les nôtres. Tant pis. On peut éventuellement compter un peu de formation de l'équipe qui reçoit la livraison. Formation des formateurs, ça, formation de l'équipe, etc. Ça, donc ça, on le maîtrise parfaitement. Vraiment de A à Z, jusqu'au moment où le client peut commencer à percevoir des revenus de son installation à partir du moment où il a passé sa commande. Voilà, 1 mois de livraison, puis 1 mois de mise en production. 45 jours, c'est ce qu'on avait dit. Et ça, en fait, on peut même le dire, c'est avec la structure actuellement en place, où on a 2 installations en production, puis une qu'on peut qualifier de prototype qui est au siège PixMates. Le jour où on a 20 installations, en fait, à partir de la 10e installation, et donc les 10 suivantes seront beaucoup plus rapides, parce qu'on aura un process qui sera industrialisé. Oui. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Avant d'industrialiser un process, on veut commencer par créer 10 centres qui sont rentables, qui gagnent de l'argent grâce à Arc, avant de savoir exactement ce qu'on veut industrialiser. Quelle fonctionnalité, quelle qualité de service est-ce qu'il faut conserver pour être le plus efficace possible. Ouais. Correct. Très bien. Écoutez, je vous remercie infiniment pour la qualité de la prestation et puis pour cette innovation que vraiment je trouve exceptionnelle, et on voit immédiatement des usages pratiques, privés, publics. Donc c'est vraiment génial. Je vous remercie. Je vous laisse la parole pour le mot de la fin. Président. Non, place. On va la faire tous les deux. On avance, nous, on a depuis des décennies, on fait notre petit bonhomme de chemin. Moi, j'ai eu la chance de m'entourer de gens de qualité en vieillissant. On aborde les sujets à notre rythme, et puis des fois, je trouve qu'il est intéressant d'accélérer sur quelque chose. Hugo. Merci à toutes et à tous. Non, mais d'habitude, je sais pas, il y a des phrases à l'américaine, c'est bien. Non. Purchase now. Non, on est content de vous avoir montré le projet. Et puis voilà, toute aide est la bienvenue pour nous aider à passer à l'étape d'après. Il est vrai, ça serait formidable. Messieurs, dames. Merci beaucoup. Nous, on va tout faire pour trouver des investisseurs qui croient dans ce projet et qui investissent pour vous accompagner le plus loin possible. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci à vous.